Si vous étiez pris au piège dans une petite ville envahie par des enfants assoiffés de sang qui veulent vous sacrifier à un énorme monstre, que feriez-vous? Ces fermiers cupides ont vendu l'avenir de leur ville pour avoir une chance de gagner rapidement de l'argent. Et maintenant, il est temps pour une prise de contrôle hostile par la jeune génération. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre Eden et son monstre dans Children of the Corn. En fin d'après-midi à Ralston, dans le Nebraska, une petite ville sans histoire est sur le point d'être dirigée par une nouvelle équipe. La jeune orpheline, Eden Edwards, est assise à l'extérieur de l'orphelinat, jouant à monter un cheval imaginaire, quand elle remarque que quelqu'un s'approche d'elle depuis le champ de maïs voisin. Un enfant plus âgé, Boyd, sort du maïs, avec l'air d'être en mission, et Eden lui demande s'il a passé la nuit dehors. Mais il ne répond pas. Boyd s'approche d'un établi et regarde plusieurs outils sinistres, avant de choisir un couteau et de se diriger vers le bâtiment, tandis que les tiges bruissent dans le vent. Un des employés sort et lui demande où il était, mais il le poignarde dans le ventre et continue à l'intérieur en prenant en otage les adultes qui y travaillent. La police finit par arriver sur les lieux, mais avant qu'elle n'arrive, le shérif local et ses amis remplissent le bâtiment d'un gaz somnifère pour animaux appelé halotane, tuant accidentellement tous ceux qui s'y trouvent. Quelques jours plus tard, assis dans son bureau, le shérif Gabler parcourt les nouvelles concernant la tentative de sauvetage ratée sur son téléphone, tout en parlant au pasteur Penny. Il rit du fait qu'il ne sera pas réélu et dit au pasteur que la seule bonne chose qui est ressortie de la situation, c'est que ses officiers ont trouvé Eden errant autour du maïs après environ 4 jours. Le shérif envoie le pasteur lui parler en lui demandant de découvrir si Boyd lui a dit quelque chose qui expliquerait pourquoi il a tué tous ces gens. Eden attend dans un bureau voisin en travaillant sur un puzzle et le pasteur s'assoit pour lui parler. Il lui demande si elle va avoir besoin d'un nouvel endroit pour vivre. Et il lui dit que si c'est une gentille fille, elle pourra venir vivre avec lui. Il lui demande si Boyd lui a dit quelque chose avant de devenir fou. Et Eden lui répond que tout ce qu'il a dit, c'est qu'il était désolé de ne pas avoir pu tuer tous les adultes de la ville. Plus tard dans la journée, Cecil et Bo Williams, des frères et sœurs adolescents, se promènent dans le champ de maïs. Bo remarque que le maïs ne se porte pas bien et elle accuse les produits chimiques que les fermiers ont ajoutés au sol. Cécile lui souffle de la poussière au visage et Bo s'énerve en disant qu'un champignon toxique pousse sur les cultures en décomposition et peut rendre malade. Mais Cécile ne la prend pas au sérieux. Bo lui dit de faire attention et elle lui montre une lettre de l'université disant qu'elle y a été acceptée. Il s'énerve et dit que maintenant il sera coincé ici tout seul dans cette ville effrayante et mourante. Bo essaie de le rassurer en lui disant qu'il partira lui aussi un jour, mais Cécile n'est pas convaincue. C'est alors qu'Eden arrive à cheval, coiffé d'une perruque rouge vif. Ils entendent un coup de feu au loin et Eden part au trot en direction du bruit, suivi par Bo et Cécile. Ils arrivent tous les trois à un silo à maïs où tous les jeunes de la ville sont rassemblés autour des récoltes entreposées. Et ils font des bêtises, bien sûr. L'un d'eux, Wally, se tient debout les mains attachées sur une planche qui dépasse du sommet du silo, au-dessus d'un gros tas de maïs. Eden sort un papier roulé de sa poche et lit à Wally qu'il a été condamné à mort pour avoir laissé le chien s'emparer de la mort au rat. Tous les enfants chantent pour que Wally marche sur la planche, tandis qu'un autre enfant le pousse vers le bord avec un outil agricole. Calder, un adolescent du coin, arrive et crie après les enfants pour avoir détruit la voiture de sa grand-mère. Il demande à Eden ce qu'ils font là, et elle leur dit qu'ils sont en train d'exécuter Wally. Eden ordonne à un des enfants de mettre le feu au maïs quand Wally tombera dedans. Mais Bo l'en empêche en disant que la poussière dans l'air et le carburant qui s'échappe de la voiture provoqueront une explosion qui les tuera tous. Eden réalise qu'elle a raison et elle dit qu'ils n'auront qu'à faire semblant de le brûler à la place. Cécile se joint à eux et les enfants courent en cercle sous le silo pendant qu'Eden danse sur le toit de la voiture en jubilant des problèmes qu'elle vient de causer. Bo devient nerveuse et suit Calder pour s'éloigner le long des champs. Et elle lui dit qu'elle pense que les petits ont respiré trop de champignons. Elle remarque un bleu sous le menton de Calder, qui lui explique que c'est arrivé alors qu'il protégeait son petit frère de leur père. Il parle du fait que tous les jeunes de leur âge seront à la rivière ce week-end pour une dernière fête avant de reprendre l'école. Mais qu'ils resteront tous les deux en retrait et qu'il n'y aura que les adultes et les jeunes enfants qui auront quitté la ville. Bo et Calder partent chacun de leur côté. C'est alors qu'elle marche seule sur la route de campagne déserte et entend un étrange chuchotement provenant du maïs. Elle écoute, regarde à l'intérieur, mais ne voit rien et s'en va effrayée. Ok, on dit que les enfants sont l'avenir, mais si c'est le cas, cette ville a de gros problèmes. Quand nous voyons Boyd pour la première fois, il est évident qu'il ne prépare rien de bon. On dirait qu'il erre dans le maïs depuis des jours. Il se dirige directement vers l'établi où se trouvent plein d'armes improvisées, ce qui aurait été le moment où j'aurais commencé à me méfier de ses intentions et à sortir de là le plus vite possible. Soit Eden n'a pas peur, soit elle n'a aucun instinct de survie, puisqu'elle reste là à lui parler. Mais heureusement pour elle, Boyd a d'autres cibles en tête avant que la police n'arrive.
Le shérif incompétent injecte du gaz à l'otane dans le bâtiment pour tenter d'endormir Boyd, mais il tue accidentellement tous ceux qui s'y trouvent. L'allotane est un anesthésique général, c'est-à-dire qu'il est le plus souvent utilisé sous forme de gaz pour endormir les personnes et les animaux lors d'interventions médicales. Parmi ses effets secondaires figurent l'irrégularité du rythme cardiaque, la dépression respiratoire et l'insuffisance hépatique, qui peut être fatale si la dose est suffisamment élevée. Compte tenu de leur expérience de l'utilisation de ce gaz sur des animaux de ferme, le shérif et sa brigade auraient dû savoir à quel point il pourrait être dangereux pour les enfants à l'intérieur s'ils en inhalaient un peu trop. La police a semblé considérer qu'il s'agissait d'une erreur d'inadvertance avec de bonnes intentions, mais la négligence du shérif a entraîné la mort de plus d'une douzaine d'enfants, et il aurait dû être arrêté pour homicide involontaire au minimum. Le shérif dit qu'ils ont trouvé Eden après 4 jours d'errance dans le champ de maïs, et il ne semble pas qu'Eden ait pris une douche ou changé de vêtements avant d'être abandonné dans une pièce pour s'occuper avec des puzzles. Il est trop occupé à s'inquiéter de la façon dont le reportage va nuire à ses chances de réélection, et il envoie le pasteur effrayant pour la questionner. En parlant du pasteur, tout chez ce type est un danger pour les étrangers, et tout shérif digne de ce nom ne devrait pas le laisser s'approcher à moins de 1000 mètres d'un enfant. Il n'est pas question de lui confier la garde d'une orpheline traumatisée. Dans toute la ville, les adultes se battent et se chamaillent, alors que les enfants semblent être les seuls à faire quelque chose de productif. Ils devraient être en train de jouer et de profiter de leur vie. Mais au lieu de ça, ils ont dû grandir rapidement et apprendre à se débrouiller seuls, puisqu'ils ne peuvent pas compter sur leurs parents. Les adultes de cette ville sont de moins en moins dignes de confiance, et Boyd avait peut-être raison de vouloir se débarrasser d'eux. Beau dit que les plantes meurent à cause du produit chimique utilisé dans le sol, et que les champignons toxiques qui poussent sur les feuilles pourries peuvent avoir des effets secondaires dangereux pour la ville. Plus précisément, Beau fait référence aux aflatoxines. Les aflatoxines sont la variété la plus toxique des mycotoxines, des composés toxiques produits par certains types de moisissures qui se développent dans les cultures en décomposition. Les enfants sont les plus touchés par l'exposition aux aflatoxines. Une espèce particulière de champignons produisant des mycotoxines, connue sous le nom d'ergot, peut provoquer un empoisonnement qui se traduit par des crises douloureuses, des vomissements et même une psychose chez les personnes touchées. Avec toutes ces informations, il est raisonnable de dire que Beau a raison de s'inquiéter au sujet de la quantité de poussière que respirent ses enfants. Les enfants sont rassemblés autour du silo et expriment leur colère avec divers fruits et légumes. Mais je croyais que ce film parlait de maïs, pas de Smashing Pumpkins. Le procès de Wally semble un peu trop réel, et il semble qu'il soit à 2 doigts de passer de l'état de jeu inoffensif à celui de personne devant se retrouver à l'hôpital. Les jeunes enfants ont souvent du mal à faire la distinction entre les jeux et la réalité. Je ne voudrais pas gâcher leur plaisir, mais si j'étais Beau, je voudrais sortir de là et appeler les flics pour les arrêter avant qu'ils n'aillent trop loin. Ces enfants ont désespérément besoin d'être mis à l'écart, et je pense que je pourrais battre au moins une douzaine de ces petits délinquants dans un combat à la loyale. Mais comme ils sont tous munis d'armes improvisées, ça rendrait la situation beaucoup plus dangereuse. Les choses sont sur le point de dégénérer et Beau a pris la bonne décision en partant quand elle en avait l'occasion. Et avant que les enfants ne se retournent contre elle, bien sûr. Alors qu'il s'éloigne, Beau dit à Calder qu'elle pense que les enfants ont respiré trop de champignons, ce qui pourrait expliquer leur comportement étrangement violent. Elle remarque que Calder s'est fait des bleus au visage en protégeant son frère contre son père, ce qui prouve une fois de plus que tous les adultes de cette ville sont purement et simplement diaboliques. En plus de tout ça, il semble y avoir une sorte d'entité maléfique tapie dans le champ de maïs, qui surveille Beau et l'attaque presque alors qu'elle rentre seule à la maison. Mais je suppose qu'elle n'est pas encore prête à frapper, et nous devrons tous attendre pour voir ce qui se passera ensuite. Beau arrive en ville et Cécile l'effraie en lui emboîtant le pas. Ils marchent ensemble dans la rue jusqu'à ce qu'ils voient leur mère monter dans le pick-up avec un autre homme. Beau veut partir et dit à Cécile qu'il ne devrait pas s'en mêler. Mais il répond que le problème est plus grave que les difficultés relationnelles de leurs parents. Cécile dit que toute la ville est tellement brisée de l'intérieur que personne ne se soucie plus assez de vouloir la réparer. Mais ce n'est plus son problème, vu qu'elle va déménager à Boston. Et il s'en va en laissant Beau toute seule. Beau traverse la rue pour se rendre à la salle communale, où son père Robert tient une réunion pour discuter de l'avenir de la ville. Il dit que leur récolte de maïs est en train de mourir à cause des herbicides et des OGM injectés par la société corrompue à laquelle ils ont vendu leurs terres. Juste à ce moment-là, tous les enfants du coin entrent, conduits par Eden, et il s'assoit tout derrière. Robert poursuit en disant que ça ne sert à rien de pointer des coupables du doigt, s'ils veulent aller de l'avant. Mais le pasteur intervient en disant qu'il pense que ce qui ruine la ville n'est pas dû à une force extérieure, mais à leur propre corruption morale. Robert dit que leur seule issue est de renoncer à l'agriculture et d'arrêter de cultiver du maïs cette année en échange de subventions du gouvernement. Beau intervient et dit que les adultes devraient avoir honte de vendre la ville et de ruiner son avenir. Elle insiste pour qu'ils essaient de réparer le sol en profondeur au lieu de renoncer. Mais Robert dit que ça prendrait des années et que s'ils essaient de réparer les choses, ils ne feront qu'empirer la situation.
Il soumet la question au vote et les adultes acceptent presque à l'unanimité de raser leur récolte de maïs en échange de l'aide du gouvernement. Eden intervient et dit que les enfants devraient avoir un droit de vote. Mais la foule lui rit au nez et elle quitte le bâtiment en claquant la porte, suivie de sa bande d'enfants. Robert déclare que le vote est définitif et que dans 2 jours, la culture du maïs sera arrêtée à Ralston pour toujours. Eden traverse le champ de maïs seul et en pleurs, et une main massive faite de maïs lui tend le bras pour la réconforter. Plus tard, un des engins de terrassement démarre et se met au travail, sous le regard d'Eden qui, à cheval, s'en va rendre visite à tous les enfants de la ville pour les rallier à son plan de vengeance. Cette nuit-là, Cécile se promène dans le quartier en écoutant les bruits des adultes qui se disputent dans chaque maison. Soudain, Eden apparaît derrière un arbre et dit qu'elle peut l'aider à soulager sa douleur. Elle conduit Cécile vers un cercle dans les champs de maïs où plusieurs jeunes filles sont assises en train d'égrener des épis en chantant de façon inquiétante « Il m'aime, il ne m'aime pas ». Eden fait signe à Cécile de la suivre plus profondément dans le maïs et il entend un étrange murmure alors qu'il marche dans l'obscurité. Le lendemain matin, Bo, Calder et leurs amis Carly et Tanika discutent de ce qu'ils peuvent faire pour remettre la ville sur les rails. Bo dit qu'elle a contacté une journaliste qui a accepté de venir couvrir l'histoire, afin de montrer au monde entier comment les adultes ont laissé la ville s'effondrer. Plus tard dans la journée, Bo part à la recherche d'Eden et la trouve avec la bande de gamins au fond d'un trou creusé en train de peindre les racines de maïs avec du sang de porc. Elle demande ce qu'ils font, et Eden lui répond qu'ils doivent nourrir le maïs d'une manière ou d'une autre. Bo reste là choquée, tandis que tous les enfants la regardent fixement. Puis elle dit à Eden que si elle veut vraiment sauver le maïs, il faut dire à tous les adultes de la ville qu'il y aura une réunion d'urgence à la salle des fêtes à 22h ce soir-là. Eden lui demande pourquoi, et Bo lui dit qu'il faut juger les adultes, et qu'une journaliste de la ville viendra couvrir l'histoire. Les enfants sont d'accord, et Bo part tandis qu'il continue à nourrir le maïs. Ce soir-là, Bo, Cécile et leur père regardent la télévision dans le salon. Bo entend un cri et regarde par la fenêtre où elle voit un groupe de jeunes enfants courir. Une petite fille s'arrête et la regarde fixement. Bo voit qu'elle est couverte de sang. Soudain, la jeune fille éclaire son visage avec sa lampe de poche et se transforme pendant un instant en une sorte de démon de maïs. Bo manque d'avoir une crise cardiaque et retombe dans son fauteuil. Mais quand elle regarde à nouveau, la fille est à nouveau normale et court dans la rue rattraper les autres. Bo et Cécile disent qu'ils vont se coucher et elle essaie d'inciter son père à faire de même. Mais il ne répond pas. Dans sa chambre à l'étage, Bo demande à Cécile s'il ne s'agit pas d'une erreur enfantine. Mais il répond que ce n'est jamais une erreur d'essayer de changer le monde. Il est presque 22h30 et Robert se retourne dans son lit en réalisant qu'il a les mains menottées. Il regarde devant lui et voit Bo et Cécile debout au pied du lit. Il leur demande ce qui se passe et Bo lui dit qu'ils organisent un faux procès et que lui sera l'invité d'honneur. Elle lui dit de venir discrètement sans réveiller leur mère et que tout sera bientôt terminé. Il accepte à contre-cœur de les suivre et montent tous dans la voiture, se rendant à la salle communale en passant prendre Calder en chemin. Arrivés sur place, ils voient des signes de chaos à l'extérieur et comprennent tout de suite que quelque chose a terriblement mal tourné. Bo et Calder sortent de la voiture et trouvent Eden à la porte d'entrée avec son cheval tirant une corde attachée à quelque chose à l'intérieur du bâtiment. Bo lui demande ce qui se passe et Eden fait comme si elle ne savait pas. Bo vérifie son téléphone pour essayer de contacter la journaliste, mais elle voit qu'elle n'a pas de réseau. Eden lui dit que ça n'a plus d'importance de toute façon. Elle leur dit qu'ils étaient en retard et que les plus jeunes ont fait le procès sans eux. Eden demande à Bo si elle veut voir quelque chose et elle va ouvrir les portes révélant le père de Calder se balançant au bout de la corde attachée au cheval de l'autre côté. Bo et Calder se précipitent pour l'aider, mais Eden prend le cheval et s'éloigne, en tirant papa hors de portée et en lui brisant le cou. Ok, Eden vient de se nommer juge, jury et bourreau. Et malheureusement pour les adultes de la ville, sa marque de justice s'accompagne d'une forte dose de vengeance. Pendant la réunion, les adultes votent pour détruire les cultures au bulldozer et se moquent du visage d'Eden quand elle prend la défense des enfants. Une décision qu'ils ne tarderont pas à regretter. Eden se rend dans le champ de maïs et un énorme monstre lui tend les bras pour la réconforter. Preuve que non seulement il existe une vraie créature, mais qu'Eden a un lien spécial avec elle. Ça sent pas bon pour les adultes qui viennent de voter la mort de son amie végétarienne et l'ont chassée de la ville en riant. Bo décide de faire appel à une journaliste pour dénoncer la ville à la télévision nationale. Ce qui est une bonne idée, mais j'aurais fait les choses un peu différemment. Elle et ses amis ont tous des téléphones portables avec accès à Internet. Alors pourquoi ne pas raconter l'histoire eux-mêmes ? Les histoires d'intérêt public comme celle-ci, qui se concentrent sur l'environnement, deviennent virales tout le temps. Et ils auraient probablement pu faire passer le message facilement sans avoir besoin de l'aide d'une journaliste en particulier. La journaliste peut dire qu'elle veut aider, mais il y a de fortes chances qu'elle ne s'intéresse qu'à elle-même, comme tous les autres adultes de cette ville.
Du coup, si c'était moi, j'aurais décidé de nous débrouiller tout seul. Beau part à la recherche d'Eden et découvre qu'une bande de gamins sous sa direction a abattu un cochon et est en train de peindre les racines avec son sang, pour, comme elle le dit, nourrir le maïs. Beau a certes été effrayée par la scène, mais pas assez à mon avis. Elle aurait dû aller voir le shérif pour le prévenir que quelque chose de vraiment mal était sur le point de se produire, avant que ce soit trop tard. Au lieu de ça, elle poursuit son plan et recrute les enfants psychotiques pour attendre la tombée de la nuit et rassembler tous les adultes de la ville. Et il n'est pas nécessaire d'avoir une boule de cristal pour prédire comment ça allait se passer. Le fait d'entendre des cris à l'extérieur et de voir des enfants couverts de sang en train de courir aurait dû être le premier signe pour Beau qu'il y avait un changement de plan non approuvé. Sa vision de la jeune fille se transformant en monstre de maïs pourrait n'être qu'une hallucination provoquée par le stress et l'exposition aux champignons des cultures en décomposition. Mais elle pourrait aussi être le signe que quelque chose de bien plus sinistre se trame en coulisses. La nuit arrive et il est temps pour Beau d'exécuter son plan initial, qui s'effondre aussi vite qu'on pouvait s'y attendre. Mettons-nous un instant à la place de son père. Il vient de se réveiller avec les mains menottées et ses enfants adolescents lui disent qu'ils vont l'emmener à l'hôtel de ville et le faire passer en jugement. Quel parent sain d'esprit sur cette terre laisserait ça se produire? Franchement, si j'avais essayé ça avec mes parents, ils auraient fait sortir Harry Houdini de ces menottes-là et m'auraient cloué au sol dans les profondeurs d'Oblivion. Autre chose, comment ça se fait qu'ils n'ont pas réveillé leur mère qui était en train de dormir juste à côté? Ils ont même réussi à la mettre dans le coffre de la voiture, ce qui me laisse penser qu'elle avait dû boire jusqu'à ce qu'elle soit dans cet état. Et c'est pas une bonne façon d'être quand on est responsable du bien-être de deux jeunes adolescents. En fait, c'est pas étonnant que Beau et Cécile soient si fâchés contre eux. La dernière et la plus grande faille dans le plan de Beau est qu'elle n'avait aucun moyen de savoir exactement quand son père s'endormirait. Elle aurait dû choisir une heure plus tardive pour le début du procès. Mais ils finissent par arriver avec une bonne demi-heure de retard et découvrent qu'Eden a déjà pris sur elle de mettre les choses en route. Quand ils découvrent Calvin suspendu au plafond, Eden et Calder se précipitent pour l'aider en soulevant ses jambes pour soulager son cou. C'est pas une stratégie terrible, mais s'ils avaient été attentifs, ils auraient dû remarquer que la corde était attachée au cheval d'Eden. S'ils avaient simplement fait reculer le cheval de quelques pas, Calvin serait descendu directement sur le sol et aurait été sauvé. Au lieu de ça, ils paniquent et laissent Eden s'approcher du cheval et le conduire doucement vers l'avant, ce qui fait monter Calvin jusqu'au plafond et lui brise la nuque. S'ils voulaient vraiment le sauver, ils auraient dû smatcher cette gamine avant qu'elle n'approche du cheval. Mais bon, c'était pas exactement un parent modèle de toute façon, alors je peux pas dire que je me sente mal à propos de sa mort. Il l'a bien cherché en quelque sorte, et le déchaînement d'Eden ne fait que commencer. Eden et sa bande prennent Beau, Calder et les parents de Beau en otage, et ils les emmènent au poste de police. Des corps d'adultes gisent dans les rues et leurs voitures sont en flammes alors que le chaos s'installe. Ils arrivent au poste de police et un autre groupe de jeunes est déjà en train de tout détruire. Beau constate que tous les adultes de la ville sont enfermés dans la cellule. Le shérif et le pasteur demandent à Eden de les laisser sortir, mais elle leur donne un coup de taser et leur dit de la fermer. Beau s'assoit avec ses amis et son père lui dit qu'ils doivent faire quelque chose pour les aider. Calder accepte et s'élance vers Eden. Mais avant qu'il n'ait pu faire 3 pas, un des enfants le frappe dans le dos avec une batte de baseball, le laissant tomber à genoux. Et un autre arrive et lui arrache la moitié du visage, le tuant sur le coup. Avant que Beau et ses amis n'aient le temps de comprendre ce qui vient de se passer, un autre enfant entre et jette une boîte de masque à gaz dans la pièce. Eden en met un et dit aux adultes qu'elle va les gazer avec de l'halotane pour se venger de ses amis qui ont été tués au foyer pour enfants. Elle libère le gaz en leur demandant ce qu'ils ressentent. Et tous les adultes s'évanouissent. Quand les effets du gaz s'estompent, certains adultes se réveillent et réalisent qu'ils se trouvent au fond d'une fosse creusée à côté du maïs. Eden se tient au-dessus d'eux, devant le bulldozer. Et Beau voit que sa mère est au fond du trou elle aussi. Le shérif menace Eden, mais elle dit aux autres enfants d'allumer les machines. Les enfants ramassent un énorme chargement de terre, tandis que les parents supplient pour leur vie et essaient de sortir. Mais Eden se contente de regarder avec suffisance comment il les enterre vivants. Beau tient la main de sa mère décédée et fond en larmes, alors que ses amis viennent la réconforter. Elle dit que son père avait raison quand il disait que si elle essayait d'arranger les choses, elle ne ferait qu'empirer les choses. Beau dit à ses amis de quitter la ville si elles le peuvent, mais elle-même veut rester et empêcher Eden de tuer son père aussi. Carly et Tanika disent qu'elles vont aller chercher de l'aide dans la ville voisine, laissant Beau seul pour s'occuper des enfants. Ok, je sais que Beau voulait du mal aux adultes de la ville, mais je pense pas que c'est ce à quoi elle pensait. Quand elle arrive au poste de police, Beau voit que la bande d'Eden a enfermé tous les adultes de la ville dans une grande cellule. Calder essaie de se défendre, mais son plan, ou son absence de plan, était manifestement voué à l'échec, puisqu'il était entouré de gamins armés. Même s'il aurait pu facilement affronter plusieurs d'entre eux dans un combat loyal, ils sont très organisés et lourdement armés.
En essayant de les bousculer comme ça, il n'a fait que leur donner un peu plus d'entraînement pour la Ligue des Poussins. Et ça a laissé Beau sans son allié le plus utile dans la bataille. Si c'était moi, mon approche de la situation dépendrait de ma position. Celle de Beau ou celle des adultes piégés dans la cellule. Si c'était moi à la place de Beau, mon premier réflexe serait d'essayer de mettre furtivement la main sur le taser. Comme ça, j'aurais au moins un moyen de me défendre pendant que je travaille sur mon plan pour faire sortir mon père de la cellule. Voici ce que je pense. Un de ces gamins doit avoir la clé de la prison. Et j'essaierai de trouver lequel et de le choper quand il sera seul quelque part. Ensuite, je choquerai ce petit délinquant jusqu'à ce qu'il y ait plus de volts dans son système nerveux que dans une batterie Tesla. Je prendrai les clés et je les jetterai à travers les barreaux, de sorte que mon père puisse se libérer pendant que je me préparerai à la contre-attaque imminente des gosses. Avec l'espoir qu'avec la puissance combinée de tous les parents qui se battent ensemble, nous pourrions renverser la situation sur ces petits crétins. Sinon, si j'étais un des adultes coincés dans cette cage et que je n'avais aucune idée des plans d'Eden, à part le sentiment qu'elle va finir par nous tuer, je suggérerais aux enfants d'utiliser un jeu ou une loterie pour choisir nos destins. De cette façon, j'aurai au moins une chance de survivre, soit en battant les adultes dans n'importe quel jeu que les enfants inventeront, soit en les surpassant avec une chance stupide. Tout ce qui ralentira les enfants et ajoutera des étapes au processus me donnera plus de chances de m'échapper ou de me défendre. Une fois que j'ai compris que son plan était de nous gazer à la Lotane, j'ai pensé à une dernière tentative d'évasion. Je vous préviens tout de suite, c'est pas très glorieux. Je me souviens avoir appris que dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, les soldats alliés se protégeaient des attaques au gaz en portant à leur visage un tissu imbibé d'urine. Je porte des vêtements, donc je peux me faire un masque. Et je devrais avoir de l'autre composant aussi. Donc, si j'agis rapidement, je pourrais me fabriquer un masque à gaz improvisé avant que les vapeurs ne m'endorment. Ensuite, je ferai semblant d'être endormi et j'attendrai le bon moment pour m'échapper. Si c'est un peu trop pour vous, il serait aussi possible de convaincre Eden de s'approcher des barreaux et de lui enlever son masque quand elle sera assez proche. Mais cette solution repose trop sur le hasard. Et même si c'est dégoûtant, je garde quand même confiance en mon plan. Le pire scénario serait de me réveiller dans ce trou. Mais même dans ce cas-là, j'ai un plan à proposer. La première chose que je ferais serait d'aller du côté du trou qui est le plus éloigné du bulldozer. Puis j'organiserai rapidement tous les autres adultes en paire, l'un se tenant sur les épaules de l'autre et grimpant à l'extérieur, puis se retournant pour tirer son partenaire vers le haut. Les enfants commenceraient inévitablement à nous attaquer, comme si nous prenions d'assaut les plages de Normandie. Mais si nous étions assez coordonnés et rapides, peut-être que quelques-uns d'entre nous pourraient sortir et commencer à les retenir pendant que les autres grimpent. Ce sera un combat brutal, mais tout vaut mieux que d'être enterré vivant. Beau dit à ses amis d'aller chercher de l'aide, mais elle reste en arrière pour sauver son père. Et même si c'est pas la meilleure idée, personnellement, je peux pas la blâmer. Il y a beaucoup de gens que je serais prête à sacrifier ici, mais je me sentirais assez mal à l'aise de laisser mon père derrière parce que je l'aime clairement. La seule chose que j'aurais faite différemment, c'est de demander à une amie de rester avec moi, pendant que l'autre partirait chercher de l'aide. Comme ça, j'aurais eu du renfort en cas de combat. Tout dépend de Beau maintenant, et nous verrons si elle parviendra à sauver son père et les adultes restants avant qu'ils ne finissent tous en engrais pour le maïs. Eden et son équipe marchent sur la route alors que Beau les rattrape. Elle dit à Eden qu'elle doit arrêter, mais Eden lui dit que c'est elle qui a eu l'idée de juger les adultes, et elle lui demande ce qu'elle pensait qu'il se passerait. Eden dit à Beau que ce sont les enfants contre les adultes, et qu'elle doit choisir son camp. Beau demande ce qu'elle va faire du reste des adultes, et Eden lui répond qu'elle va les envoyer dans le maïs pour nourrir la créature qu'elle appelle celui qui règne sur les sillons. Eden dit que pendant qu'elle était perdue dans le maïs, la créature s'est occupée d'elle, ce qu'aucun adulte n'a jamais fait. Alors maintenant, elle va s'occuper d'elle, et il est temps pour les adultes d'en payer le prix. De retour au poste de police, Beau se précipite vers son père et lui dit de les accompagner quand ils l'emmèneront dans le champ de maïs et d'en profiter pour s'échapper. Le pasteur dit que si Eden veut qu'ils aillent dans le champ, il devrait faire exactement le contraire. Mais elle leur dit de ne pas s'inquiéter, parce qu'il n'allait jamais aller dans le champ de maïs de toute façon. Il pense que ça signifie qu'elle va épargner sa vie. Mais elle secoue la tête et rigole. Elle va s'occuper de lui elle-même. Les enfants le sortent de la cellule et le maintiennent au sol. Eden s'agenouille sur lui, lui arrache les yeux avec un couteau fixe, tout rouillé, et retire ses globes oculaires de sa tête en les montrant à l'assemblée, pendant que les enfants crient au sang comme des barbares. Beau ne peut que regarder avec horreur, alors qu'Eden se retourne et la regarde fixement. Ils sortent les adultes restants et le père de Beau lui demande où est sa mère. Mais elle lui dit de ne pas y penser pour l'instant et de se concentrer sur la chance qu'il a de pouvoir s'échapper. Il dit qu'il va essayer d'aller chercher de l'aide et dit à Beau de rester et de se battre avant de s'en aller dans le maïs. Eden dit à Beau qu'elle s'est bien débrouillée et elle dit aux autres enfants qu'elle n'est plus une menace. Beau récupère un couteau sur un des cadavres d'adultes qui traînent dans les champs.
et elle se rend à la salle communale où Eden tient un tribunal avec sa bande d'enfants et leur dit qu'à partir de maintenant, personne ne sera plus autorisé à entrer ni à sortir de leur ville. Elle dit que le maïs les protégera et toute personne qui se présentera lui sera sacrifiée. Tout à coup, les enfants soulèvent un drap d'un corps dans un coin et il s'avère que c'est celui de la journaliste. Eden demande à Bo s'il devrait lui couper la tête, mais Bo se porte volontaire pour l'envoyer dans le maïs à la place. Eden aime l'idée, et Bo s'approche de la journaliste en lui lançant un regard qui indique que tout ça n'est qu'un tour de passe-passe. Elle l'emmène jusqu'à la porte, mais au moment où elle s'apprête à sortir, Eden les arrête en disant qu'ils vont plutôt l'emmener directement au monstre. Les enfants l'emmènent dans les champs, Eden en tête. Le groupe arrive à une grange et emmène la journaliste à l'intérieur, pendant que le maïs murmure comme un fou. Bo les suit à l'intérieur et découvre des tonnes de sacs d'engrais synthétiques. Elle entend des bourdonnements de mouches, lève les yeux et voit les corps mutilés de Carly et Tanika épinglés sous le toit. Bo ferme les yeux et se prépare à se battre, quand elle entend des bruits de lutte dans l'autre pièce. Elle va voir ce qui se passe et Bo trouve les enfants en train d'enchaîner la journaliste à du matériel agricole. Eden ordonne aux enfants de la soulever et l'élève au plafond avec les chaînes. Les enfants ouvrent les portes de la grange et Eden appelle la créature à venir à eux. Le maïs bruisse pendant un moment, puis le vent se calme et il semble que rien ne va se passer. Bo dit à Eden que la créature n'existe pas et les enfants l'entourent, mais elle s'élance sur Eden et lui met un couteau sous la gorge. À ce moment-là, elle entend un énorme rugissement et on dirait qu'une énorme créature vient vers eux à travers les champs. Eden secoue Bo et elle recule terrifiée. Alors que la créature émerge de l'obscurité, tout le monde reste pétrifié. Le monstre entre dans la grange et tire la journaliste horrifiée par les pieds jusqu'au champ. Eden donne le signal à un de ses sbires qui frappe Bo dans le dos avec une batte de baseball et l'assomme. Ok, une bande de gosses barbares, c'était déjà pas mal. Mais ajouter une créature de maïs non identifiée dans le mélange, ça va vraiment faire bouger les choses. Eden révèle à Bo qu'elle travaille pour un monstre de maïs qu'elle appelle celui qui règne sur les sillons, ce qui change les circonstances de manière dramatique. La bonne nouvelle, c'est que si le monstre est fait de maïs, il n'est pas nécessaire de réfléchir à la façon de le tuer. Un bon vieux feu devrait faire l'affaire. Et si ça marche pas, vous pouvez toujours essayer de le manger avant qu'il ne vous bouffe. Bien qu'Eden lui dise qu'il y a un monstre dans le maïs, Bo pense toujours qu'aller là-bas est la meilleure chance pour son père de s'échapper. Elle n'a pas encore la preuve que la créature existe vraiment à ce moment-là. Mais le pasteur avait raison quand il disait que si Eden veut qu'ils aillent dans les champs, ils devraient tous faire le contraire. Cet homme était vraiment mauvais, et Eden décide de s'en occuper personnellement. Le reste de la ville a peut-être fermé les yeux sur ce qu'il faisait, mais à la fin, Eden l'aide à voir l'erreur de ses agissements. Bo gagne la confiance d'Eden, ce qui est intelligent, mais elle manque de perdre sa couverture quand elle prend la défense de la journaliste. Elle pensait peut-être avoir fait gagner du temps à la journaliste, mais se faire couper la tête à ce moment-là était peut-être préférable à être king-kongé par un Groot maléfique. Bo profite du moment de confusion quand il semble que la créature ne va pas se montrer. Elle s'élance sur Eden et la prend en otage. Mais c'est un très mauvais plan. Même si vous la battez, les autres enfants vont vous sauter dessus. Bo n'a pas beaucoup d'autres options, alors je me serais installée à côté d'un des barils de liquide inflammable et j'aurais menacé de mettre le feu à toute la grange s'il ne se rendait pas. Et j'aurais réglé le reste des détails à la volée. Les choses prennent un tournant quand la créature apparaît pour de vrai. Mais en ce qui concerne les monstres, je dois dire qu'un géant de maïs, c'est pas très intimidant. Il suffit de le tuer par le feu. Et dans le pire des cas, il y a au moins plein de gosses psychotiques que je pourrais utiliser comme bouclier de viande ici. Bo ne réagit pas assez vite et perd connaissance. Et on va voir si elle s'en sortira vivante quand elle se réveillera. Bo se réveille quand des enfants l'arrosent de liquide inflammable. Eden allume une allumette prête à la brûler vive. Mais Bo lui rappelle que si elle met le feu, elle fera exploser tout ce qui l'entoure à cause de la poussière de céréales. Ne voulant pas brûler le maïs, Eden éteint l'allumette et ordonne aux enfants de découper Bo à la place. Elle se lève quand les enfants s'approchent et leur éclabousse le visage avec le liquide inflammable, ce qui les aveugle et lui donne une chance de s'enfuir. Bo se précipite dans le maïs, suivi par le groupe d'enfants. Elle court à travers les champs, dégoulinante de liquide inflammable, et laissant une traînée derrière elle, jusqu'à ce qu'elle trébuche et trouve l'alliance de son père dans la boue. Elle lève les yeux et voit le cadavre de son père accroché dans le maïs comme un épouvantail. Mais elle ne peut pas rester là si elle ne veut pas partager le même sort. Elle lui dit qu'elle est désolée, et alors qu'elle s'enfuit, le maïs pousse sur son visage et engloutit le corps entier de son papa. Bo arrive au silo de maïs où Calder gardait sa voiture, et elle voit la journaliste allongée sur le sol. La femme appelle Bo à l'aide, mais en un instant, elle est entraînée par l'énorme créature qui déchire son corps en deux et jette les morceaux dans le champ, avant de se retourner dans la direction de Bo.
Elle s'enfuit pour sauver sa vie, mais le maïs pousse autour d'elle, et elle finit par être piégée. Bo entend le monstre piétiner autour d'elle et s'assied de peur, acceptant finalement son destin. Pendant un moment, il semble que le monstre soit parti. Mais la créature s'élance soudain vers Bo depuis l'obscurité et tend la main en se jetant sur elle. Bo la poignarde à la tête avec la lame fixe rouillée qu'elle avait ramassée. La créature recule en titubant et en hurlant de douleur. Et Bo en profite pour s'enfuir et tenter de sauver sa vie. Bo retourne à la voiture de Calder et constate que le réservoir d'essence fuit toujours. Elle monte à bord et essaie de démarrer la voiture, mais le moteur ne veut pas tourner. Elle essaie à nouveau, finit par démarrer et s'enfonce dans le champ de maïs. Bo arrive à la route, mais dès qu'elle s'y engage, la voiture s'arrête. Elle panique et essaie de la redémarrer, et la voiture revient finalement à la vie. Mais c'est à ce moment-là qu'Eden révèle qu'elle était sur le siège arrière pendant tout ce temps. Bo la supplie d'arrêter cette folie, mais Eden grimpe sur le siège avant et lui montre qu'elle a un fusil à bestiaux. Eden l'avertit de ne pas essayer de se défendre et arrête la voiture en disant à Bo de sortir. Bo remarque un paquet de cigarettes sur le tableau de bord et demande à Eden si elle peut fumer une dernière cigarette. Eden accepte et attend avec impatience que l'allume-cigarette chauffe, puis le prend et le tend à Bo. Elles sortent de la voiture et Eden ordonne à Bo de se mettre à genoux. Elle pointe l'outil agricole sur la tête de Bo, mais au moment où elle s'apprête à la tuer, Bo laisse tomber l'allume-cigarette dans la flaque d'essence et celle-ci s'enflamme. Une traînée de flammes court le long de tout le champ de maïs et embrase tout ce qui se trouve autour, jusqu'à arriver dans le hangar. À l'intérieur, les barils de liquide inflammable prennent feu et tout l'édifice s'envole, projetant des flammes dans les champs de maïs à des kilomètres à la ronde. Bo dit à Eden que c'est fini et que les gens des villes voisines viendront bientôt voir ce qui se passe ici. C'est alors que le monstre sort en titubant du champ de maïs, s'effondrant peu à peu sous l'effet des flammes. Eden dit au monstre qu'elle est désolée et le suit dans le champ en flammes, tandis que le reste des enfants se tient à l'écart et regarde. Le monstre rugit et s'effondre sous l'effet des flammes. Et le cauchemar est enfin terminé. Ok, on dirait que ces cultures ont été bien détoxifiées. Se faire arroser de liquide inflammable est presque toujours une mauvaise chose. Mais heureusement pour Bo, elle se trouve dans une des seules situations où ça a joué en sa faveur. Elle a réussi à empêcher Eden de l'enflammer parce qu'elle ne voulait pas blesser le maïs. Et elle aveugle même les gamins avec le carburant quand ils l'attaquent. Ce qui lui donne une chance de s'enfuir et de découvrir ce qui est arrivé à son père. Mais elle n'a pas le temps de s'y attarder vu que les enfants psychotiques et le monstre de maïs sont à ses trousses. S'emparer de la voiture était une bonne idée, mais malheureusement, le monstre de maïs l'a devancé, et il semble qu'ils vont avoir besoin d'une nouvelle journaliste à Omaha. La créature piège Bo et s'apprête à faire d'elle sa prochaine victime. Mais heureusement, elle met la main sur son arme et la poignarde à la tête, ce qui semble faire l'affaire, et ça lui donne une chance de s'échapper. Mais si elle n'avait pas eu d'arme sous la main, elle aurait toujours pu essayer de prendre une bouchée de la chose. C'est juste du maïs après tout. Pour quelle raison Eden accepte de laisser Bo fumer une dernière clope, ça, je saurais pas le dire. D'autant plus qu'elle sait qu'elle est recouverte de liquide inflammable. C'est évident que c'est une ruse. Et Bo lui a même dit 2 fois déjà à quel point les flammes seraient dangereuses pour le maïs. Mais je suppose qu'elle n'écoute tout simplement pas. Heureusement pour Bo, son bluff fonctionne. Elle réussit à mettre le feu à tout le champ, tuant le monstre et Eden et attirant l'attention des gens à des kilomètres à la ronde. Il semble que la bataille soit terminée, mais nous ne connaîtrons pas l'issue finale avant que la fumée ne se dissipe. Plus tard, Bo erre dans le champ de maïs brûlé jusqu'à ce qu'elle trouve la bague d'Eden gisant dans la terre. Elle la ramasse, mais la bague disparaît dans sa main. Bo entend des pas derrière elle. Elle se retourne et voit une Eden zombie brûlée derrière elle. Tout à coup, le corps d'Eden s'élance sous forme de tige de maïs et s'enroule autour de Bo, qui hurle alors que le monstre la réclame une fois pour toutes. Mais qu'en pensez-vous? Si vous vous retrouviez face à des gamins maléfiques accompagnés d'un monstre de maïs, comment réagiriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!